On a commencé un peu à bosser ensemble, du coup, sur un side project, quoi, tu vois, un truc qui avait rien à voir avec Lemlist. On a vu qu'on s'entendait bien et là, la relation de confiance a commencé à se créer. Eux, ils ont vu que moi, j'étais plutôt bon sur la partie business et que j'étais vraiment dans l'action, que j'étais un doueur, etc. Et moi, je voyais que eux, sur la partie tech, c'était la même chose. Donc, en fait, très rapidement, on s'est bien entendu là-dessus et on s'est dit, bah, on se lance et on verra bien ce qu'il adviendra, tu vois. Donc, on n'a pas signé de papier ou de trucs comme ça. On s'est juste lancé. On a dit, bah, on teste, on voit comment ça se passe au bout de 6 mois et on voit où on en est, quoi. Et 6 mois plus tard, on avait déjà fait pas mal de cash, donc on s'est dit, bah, go, quoi, tu vois, on continue et maintenant on peut officialiser tout ça. Et à la base, est-ce que tu savais déjà exactement à quoi le produit devait ressembler, l'Emlist? Est-ce que tu savais que c'était un outil d'automation, enfin, un autorépondeur, mais est-ce que dans les spécificités que tu as rajoutées sur ton produit, tu avais déjà tout défini dès le départ? Non, non, pas du tout. En fait, au début, tu sais, tu as une idée un peu de ton produit. Après, tu le mets dans les mains des utilisateurs et tu te rends compte que il faut tout changer. Donc, euh, donc c'est un peu comme ça, tu vois, tu évolues étape par étape. La première version du produit, c'était super moche. En plus, c'était difficile parce que tu vois, on arrivait sur un marché qui était ultra concurrentiel. Aujourd'hui, le marché, il est encore plus saturé, mais à l'époque, tu vois, c'était un marché tellement concurrentiel que toi, quand tu arrives avec un produit qui a été développé en même pas un mois, bah forcément que tu es largement en dessous de toutes les personnes qui ont créé le truc. Donc, faut que tu arrives à créer ta communauté, faut que tu arrives à avoir des gens qui sont motivés par la vision que tu as pour le produit. Et petit à petit, en fait, on a pris les feedbacks utilisateurs. Moi, si tu veux, j'ai fait le support pendant 1 an et demi, quoi. Donc pendant 1 an et demi, Ouais. c'était moi qui répondais à tous les messages dans le chat, tu vois. Mhm. Et en fait, de par ça, bah, tu vois, j'avais une vision très très claire du marché. J'ai pu parler à tous nos clients, utilisateurs, et je comprenais ce qui allait pas et ce qui devait être changé, quoi. Et comment est-ce que euh, qu'est-ce qui différencie? Parce que justement, tu as dit c'est un marché hyper saturé. Qu'est-ce qui va convaincre comme ça tes premiers utilisateurs à adopter la solution? Alors, je pense que c'est un marché qui est saturé, mais c'est un marché où il y a quand même beaucoup de place parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas éduqués en fait. C'est-à-dire qu'ils vont tester par exemple d'envoyer des campagnes d'email avec des templates, tu vois, qu'ils utilisent et qui sont prédéfinis pour faire leur prospection. Et ça dans les faits, ça marche pas bien. Donc en fait, tu vois, moi j'arrivais avec quelque chose de nouveau où en fait, je disais la vérité. Tu vois, j'ai toujours été sans filtre au niveau du business et j'expliquais aux gens, tu vois, c'est pas en envoyant juste des mails avec le prénom que vous allez réussir à avoir des bonnes réponses. Mhm. Voilà comment vous devez faire de l'ultra personnalisation. Voilà ce que vous pouvez faire. Et à côté de ça, on avait aussi un différenciant qui était la personnalisation, puisqu'on pouvait insérer des images dynamiques. Donc, tu vois, tu pouvais prendre une photo de toi typiquement avec un gobelet Starbucks et mettre le nom de la personne dessus. Et rien que ça, tu vois, c'était un truc qui était assez différenciant, qui a fait parler de nous pas mal et qui nous a permis, tu vois, en tout cas, de générer l'intérêt des gens. Donc, les gens avaient l'intérêt. Ensuite, moi, je leur expliquais vraiment, genre, j'apportais de la valeur parce que je leur expliquais comment faire leur prospection, tout ça. Et petit à petit, avec le contenu qu'on créait, on avait des études de cas qui montraient les résultats que les gens avaient. Et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu arrives à convaincre les gens de venir t'utiliser ou en tout cas de te tester. Et quand ils ont des bons résultats, après, ils restent, tu vois. Donc, c'est toi, ton seul objectif, c'est de faire en sorte, quand tu lances un business, que tes utilisateurs, ils aient le meilleur ROI possible, tu vois. Et le meilleur ROI, pour nous, ça passe par du cash pour eux, en fait, parce que c'est le nombre de rendez-vous qu'ils vont réussir à avoir, tu vois. Yes. En parlant de personnaliser, de personnaliser en fait les emails, je crois que je suis tombé aussi sur ce type d'email là. C'était plutôt un tableau, mais je crois que ça a été toujours fait avec l'Emlist, avec mon Ouais. prénom. Et en plus, ils ont poussé le truc très très loin. C'était un repartage, une assistante qui dit, hey, il y a Guy qui vient de s'inscrire au webinaire. Et je vois le mec avec comment est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est cool, tu vois, ça crée un truc beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique, quoi. Nice. Yes. Donc, raconte-nous, là, tu as dit ça fait 3 ans et demi et à peu près 8 millions de chiffre d'affaires. D'ARR, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ARR, Annual Recurring Revenue. En fait, c'est ton revenu récurrent annuel. En Mhm, gros, dans le monde des SaaS, donc des logiciels ou plateformes, tu vends des abonnements mensuels. Donc, mhm, on parle en général de MRR, ce qui veut dire Monthly Recurring Revenue ou revenu récurrent mensuel. Et en mhm, fait, pour avoir ton ARR, tu multiplies par 12. Donc, c'est un peu une mhm. extrapolation, mais en fait, comme il n'y a aucun mois où tu fais moins d'argent que le mois d'après, c'est assez
c'est assez vrai, quoi. Et c'est une métrique qui est assez juste. Yes. Et en général, ce genre de chiffres-là, on les entend pour des boîtes quand même qui ont déjà levé quand même une certaine somme. Euh, comment est-ce que c'est possible à partir juste en bootstrapping comme ça d'aller avec des méthodes, j'imagine, non conventionnelles et itératives de générer comme ça de la croissance continue? Est-ce que tu nous en parles? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces dernières années, comment est-ce que ça s'est fait et surtout sur les derniers mois, comment tu as réussi quasi à doubler ce que tu as fait en presque 3 ans? Ouais, alors déjà, il y a plusieurs trucs. Je pense à un point qui est super important, c'est de savoir que ton revenu, donc l'argent que tu fais, ton chiffre d'affaires en business, c'est toujours un indicateur qui a du délai, dans le sens, enfin, du retard. Donc, Mhm. tout ce que tu fais aujourd'hui en business, ça aura un impact que dans 6 mois à 18 mois, tu vois. Donc, ça peut Mhm. vachement prendre du temps. Donc, ça, il faut être très patient. Et en fait, le truc, c'est qu'on a décidé de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Dans le sens où nos concurrents qui ont levé des centaines de millions, etc., eux, tu vois, ils dépensent énormément d'argent dans de la pub, ils dépensent énormément d'argent sur plein de canaux payants. Nous, on s'est dit, bah, on Mhm. va faire tout l'inverse, on va prendre que les canaux gratuits. Et les canaux gratuits, c'est quoi? C'est une communauté. Donc, en fait, on a invité nos utilisateurs à rejoindre un groupe Facebook très rapidement. Et dedans, en fait, on pouvait échanger, les gens pouvaient poser leurs questions, tout ça. Et moi, ça me permettait de comprendre quels étaient, tu vois, les points bloquants pour chacun. Je créais le bon contenu qui allait avec. Je repartageais le contenu à l'intérieur. À côté de ça, en fait, j'utilisais notre outil pour faire de la prospection. Donc, en fait, quand tu as un outil pour faire de la prospection, bah, autant l'utiliser, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, ça me permettait de choper des rendez-vous avec des prospects. Ces prospects-là, ensuite, je parlais avec eux de ce qui était un problème dans leur prospection actuelle ou ce qui allait pas. Donc, je leur apportais de la valeur. Après, potentiellement, ça, je les transformais en clients. Si je les transformais pas en clients, je les invitais à rejoindre la communauté pour qu'au moins ils puissent apprendre, tu vois, les meilleures méthodes et best practices. Plus ils restaient dans la communauté, plus ils voyaient bah, à quel point l'Emlist, ça pouvait les aider. Et en fait, au bout d'un moment, ils faisaient le switch. Et donc, en fait, comme ça, tu crées un peu un cercle vertueux où ton seul objectif est vraiment, en fait, moi, je suis convaincu de ça, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le conseil, je pense, qui a l'air le plus bateau possible, mais en vrai, c'est celui qui marche. Et en fait, le truc, c'est que, il y a deux choses. C'est les choses simples sont les choses qui sont les plus compliquées. Parce que, en fait, plus c'est simple et moins tu te dis que c'est ce qui va avoir un impact sur ton business. Pourtant, c'est le cas, tu vois. Donc, tu as beaucoup de gens, tu vois, qui pensent à scaler leur business, machin et tout. Alors qu'en vrai, dans un premier temps, ils devraient être focalisés sur le service. Le service que tu donnes à tes utilisateurs. Moi, tu vois, genre, je répondais tout le temps au chat. Tu vois, genre, on a un service d'utilisateur. Même si les gens payent pas beaucoup d'argent par mois, bah, ils ont un service premium, quoi. Ils envoient un message dans le chat, ils ont quelqu'un qui leur répond quasi en instantané. Enfin, toi, tu as du support tout le temps, c'est ultra important. Et ensuite, deuxième point, c'est vraiment aussi bateau, mais c'est à partir du moment où tu apportes de la valeur à des gens, il n'y a aucune raison qui fait que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont pas commencer à payer pour ton service, tu vois, ou en tout cas te recommander. Parce qu'après, tu vois, tu as des gens, bah, tu parles avec eux, tu leur apportes de la valeur, tout ça. S'ils n'ont pas besoin de ton service, c'est pas grave, tu vois. Mais un truc cool, c'est qu'après, ils vont te recommander si tu continues d'apporter de la valeur. Donc, en fait, si toi, ton seul objectif, c'est le succès de tes utilisateurs, il n'y a aucune raison pour lesquelles ton business ne va pas se mettre à décoller. Et après, nous, de notre côté, on a été, on va dire, assez bon aussi sur pas mal de choses, dans le sens où on a été très transparent. Donc, on a toujours été transparent avec nos utilisateurs. On a une équipe produit qui fonctionne très bien, donc on développe des nouvelles fonctionnalités rapidement. Donc, le produit évolue tout le temps très vite. On est tout le temps plus innovant que la concurrence. On rajoute des fonctionnalités que personne n'a. Enfin, tu vois, on arrive toujours à trouver l'edge, donc comment on dit, un point différenciant que nos concurrents n'ont pas en fait. Et ça, tu vois, en fait, petit à petit, ça a permis de créer et de se positionner un petit peu comme les leaders sur cette partie-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, on a des concurrents, par exemple, qui sont des gros concurrents américains, qui ont levé, je crois, plus de 200 millions, qui se mettent à acheter notre nom sur Google. Parce qu'ils nous voient, tu vois, comme les gros concurrents. Donc, quand tu Ben, tapes Lemlist, ça, c'est une consécration, non? Ça, c'est, ouais, c'est ça. Et du coup, ça me fait rire. Et parce que tu vois, eux, je sais qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. Donc, en général, ce que je fais quand je vois ça, je fais un screenshot, je fais un post LinkedIn et je dis, quand tes concurrents qui ont levé X centaines de millions achètent ton nom sur AdWords, c'est que tu sais que tu es dans la bonne direction, tu vois. Et ça, c'est des posts pareils, tu vois, moi qui reach, je sais pas, 50 000 personnes, quoi. Donc, à chaque fois, tu vois, à chaque fois, franchement,
c'est assez drôle de voir tout ça, quoi. C'est assez drôle de voir tout ça. Et en fait, nous, en gros, si tu veux, globalement, on fait des choses que peu de gens font. Et je pense que c'est un petit peu ça l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment où il faut que tu sois créatif. Si t'es pas créatif dans ce que tu fais, bah forcément, et si tu fais pas les choses un peu différemment, mais t'auras jamais les résultats escomptés.